C'est une soirée spéciale aujourd'hui qui n'est pas à proprement parler une réunion publique puisque ça s'inscrivait dans le cadre de la demande du groupe des Canuts Insoumis qui souhaitait en fait dans le cadre d'une réflexion sur l'énergie en France avoir des informations sur le nucléaire puisque il est question dans l'avenir en commun de passer au 100% renouvelable. En même temps, on voit bien la tension qu'il y a actuellement entre la logique de sortir des énergies fossiles pour essayer d'endiguer le changement climatique dévastateur qui est à l'œuvre. Et en même temps, la politique qui est actuellement suivie en France, c'est finalement pas tellement de sortir du nucléaire. Et donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir un peu une compréhension fine des enjeux autour du nucléaire, pour savoir comment on pouvait éviter ces deux écueils à la fois et développer une expertise dans le cadre de notre travail militant pour aller vers le public et avoir des arguments qui aient du poids, qui soient fondés, qui soient des arguments de connaisseurs. Et donc on est très très content aujourd'hui de pouvoir avoir des intervenants de réseau sortir du nucléaire. À cet endroit particulier où on a un peu lié à un rapport privilégié puisque c'est la maison de l'écologie et que le réseau sortir du nucléaire il y a longtemps élu domicile avant de voler de ses propres ailes et pour pouvoir avoir une action plus large et plus importante à l'échelon national. Donc ici se retrouve ce soir nombre de militants. Pas forcément uniquement de la Croix-Rousse, il y en a quelques-uns qui sont venus de l'extérieur. Se joindront à nous d'autres gens qui finissent tard le travail et donc qui vont prendre nos échanges en cours de route. Donc voilà, ce qui est prévu, c'est qu'à l'issue de cette présentation, on puisse aussi débattre. On va avoir beaucoup de questions à poser. Donc merci à vous d'être là et on vous écoute attentivement. Merci pour tout. Bonsoir, donc avec Brigitte qui est ici et qui a amené un peu une petite table de presse où il y a des documents du réseau sortir nucléaire et aussi d'Enercop, et moi-même Patrick, on fait partie de l'association Rhône-Alpes sans nucléaire qui est une association locale qui couvrait il y a une vingtaine d'années une grande superficie et depuis des associations locales se sont créées près du budget. Donc on a un parterre un peu moins grand de surface d'action, mais on est là, on est des bénévoles, donc on bosse à côté sur d'autres trucs et on consacre du temps de nos entre guillemets loisirs sur des convictions politiques. Ce que je dis bien, c'est bien l'énergie nucléaire, c'est bien un domaine politique, c'est bien une stratégie de politique énergétique et c'est là-dessus qu'on essaye de faire connaître, d'agir pour faire connaître ce que c'est le nucléaire. Alors cette première séance, je donne à peu près une heure d'exposé, c'est vraiment comment ça marche le nucléaire. Ensuite, la deuxième séance, ça sera, je pense, vers le 5 décembre, enfin, je confirmerai, ça sera plutôt quelles sont les alternatives possibles et un peu quelques chiffres, quelques notions du scénario négawatt, qui est quand même un des éléments principaux qui nous a servi dès 2003 comme support d'action en remplacement de la politique énergétique actuelle. Et malheureusement, il semble que Nicolas Hulot n'ait jamais pris connaissance du scénario négawatt ou d'autres trucs comme ça, parce que ces derniers discours tendent à montrer qu'il a une méconnaissance du domaine énergétique qui est assez importante, quoi. Donc on est bien d'accord, nucléaire gouffre aux solutions, on est bien d'accord que nous on est contre le nucléaire, c'est pas parce qu'on a un intérêt commercial, c'est juste parce qu'on a une conscience citoyenne de se dire que le nucléaire, il y a déjà au moins 2 millions de morts sur le monde hors guerre nucléaire, et que ça fait beaucoup. On nous annonçait un accident par réacteur tous les 10 millions d'années. Quand on fait un peu de calcul de probabilité avec 450 réacteurs et 30 ans de vie d'un réacteur, ça devait nous faire un accident tous les 700 ans. Et quand on regarde, en 45 ans, on a eu 7 accidents, quoi. Donc c'est tous les 7-8 ans qu'on a un accident très grave. Donc on n'est pas du tout sur le domaine qu'on nous a expliqué. Donc un petit historique, première vraiment grande homme qui n'était pas dans le nucléaire, mais dans la chimie, c'est Lavoisier, qui n'est pas marqué là-dedans, mais qui disait rien ne se crée, rien ne se détruit, mais tout se transforme. C'est ça, et en 1815, on a Proust qui a commencé à voir que toutes les matières étaient un combiné de noyaux d'hydrogène. Bon, beaucoup plus tard, après il y a eu Mendeleïev qui a fait son tableau,
C'était toujours sur la chimie, mais on commençait à avoir une notion des structures assez précises. Et en 1996, Becquerel, qui est assez connu pour une mesure de radioactivité, a constaté la radioactivité de l'uranium. 2 ans plus tard, Pierre et Marie Curie ont constaté la radiation du polonium et du radium. Donc c'est 2 descendants, on verra un peu plus tard, de l'uranium. L'uranium a 14 descendants avant d'arriver au plomb 206. Donc tous ces éléments sont des éléments radioactifs, on revient là-dessus. En 1900, Ruther découvre les rayons alpha, bêta, gamma, qui sont identifiés notamment assez rapidement. Bonsoir. Le rayonnement bêta comme un électron à très grande vitesse. On a Jean Perrin qui a évalué le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire qu'il y a quand même plus de 100 ans, on sait que dans 1 gramme d'hydrogène, on a 6,02 que multiplié 10 puissance 23, c'est-à-dire 602 000 milliards de milliards d'atomes dans 1 gramme d'hydrogène. C'est important quand même de voir qu'il y a plus de 100 ans qu'on arrivait à maîtriser ce nombre d'atomes dans 1 gramme. En 1911, Ruther et Geiger ont découvert que le rayonnement, le fait qu'il y a un noyau dans l'atome, en prenant une plaque d'or très fine, qui est un métal qu'on peut faire très très fin, ils se sont rendus compte que les rayonnements soit traversaient l'or, soit étaient refoulés, soit étaient déviés. Ils en ont conclu que l'atome n'est pas une masse homogène, mais que c'est bien un noyau très lourd, des électrons qui tournent autour. On a conçu l'élément, comment est fait l'atome. Rutherford ensuite a identifié le noyau d'hydrogène. Bon, un peu plus tard, en 1931, on a découvert le neutron, parce qu'il y avait des problèmes de masse et de puissance électrique, et on s'est rendu compte qu'il y avait aussi les protons, les neutrons qui forment le noyau, et autour du noyau, c'est les électrons qui sont le même nombre que le nombre de protons. Le proton, c'est positif, le neutron, c'est neutre électriquement, et autour, les électrons donc, équilibrent l'atome. Et c'est en 1938, qu'on s'est rendu compte, c'est une découverte... ils avaient laissé une masse d'uranium assez importante et ils se sont rendus compte que cet uranium chauffait parce qu'il y avait une certaine des réactions de fission dedans et ils ont découvert la fission comme ça. C'est pas par hasard, mais on n'a pas créé la fission, on l'a découverte. Bonsoir, installez-vous. Et en 1940, on a découvert la fusion. Donc on va pas s'étendre trop là-dessus, mais la politique énergétique française, notamment sur le nucléaire, n'a jamais été démocratique. En 1974, avec la commission Péon et Pierre Messmer qui était Premier ministre, Georges Pompidou qui était en train de disparaître, s'est fait influencer par la commission Péon et le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, en disant on a la crise pétrolière, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, et le nucléaire va nous sauver. Et on aura en 2000, donc dans 26 ans, des centaines de réacteurs en France. On va couvrir beaucoup plus que nos besoins énergétiques, et on pourra alimenter toute l'Europe par l'énergie nucléaire. C'était vraiment une utopie à l'époque. On nous disait à l'époque qu'on aurait 25 surgénérateurs. On en a 0. Et c'est pareil, 30 ans plus tard, en 2004-2005, lorsqu'il y a eu des enquêtes d'utilité publique sur Bure, donc dans la Meuse, entre Strasbourg et Paris, à mi-chemin entre les deux, pour le suite d'enfouissement de déchets de haute activité, on a fait une enquête d'utilité publique, mais les appels d'offres pour les chantiers, comme pour l'EPR dans les mêmes années, ont été faits avant la conclusion de l'enquête d'utilité publique. Donc en fait, on a fait une enquête juste pour faire beau. Alors, donc une politique qui est vraiment menée par le lobby et une opacité secret défense. Alors, on va voir quand même quelques éléments importants parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est le rayon alpha? Le rayon alpha, c'est un noyau d'hélium, c'est-à-dire 2 protons, 2 neutrons, qui sont éjectés de gros atomes de plus de 200 éléments de masse, neutrons plus protons. Et donc, ces éléments, ce rayonnement alpha est extrêmement ionisant. C'est-à-dire que sur 1 000 mètres parcourus, on a entre 3000 et 6000 ionisations dans l'air. C'est-à-dire que c'est vraiment un rayonnement qui ionise les éléments dans lesquels il est. Alors, au bout de quelques centimètres, il s'arrête. Dans l'air, il n'a plus assez de puissance pour aller plus loin, parce qu'il accroche tellement d'atomes. Mais simplement, on peut imaginer que les métaux lourds comme l'uranium, lorsqu'on les enflamme, ils deviennent très volatiles, très aérosols. Et lorsqu'il y a eu l'uranium a été utilisé dans les ogives d'obus pour éclater de façon extrêmement importante,
eh ben, la poussière d'uranium se dilapide de partout. Et vous, si vous êtes sur place, vous allez inhaler cet uranium, ou ces différents éléments, ces différents descendants. Et vous allez être exposé de façon extrêmement importante à une ionisation, et ça peut poser vraiment des très gros problèmes au niveau de l'organisme. Alors, le rayonnement alpha, qui lui est un électron, donc 7300 fois moins de masse que l'alpha, il est négatif ou positif. Lorsqu'il est négatif, au moment où l'atome instable de gros volume éjecte un électron, eh ben, il gagne un proton et il perd un neutron. Lorsqu'il éjecte un positron, c'est-à-dire un électron positif, il perd un proton et il gagne un neutron. Il garde la même masse, mais simplement, c'est l'équilibre entre la masse des protons et la masse des neutrons qui ne sont pas stables, et donc on élimine l'un d'eux au niveau électrique pour avoir un rayonnement. C'est un rayonnement qui est moins puissant, 5 à 40 perdions par millimètre. Par contre, il peut se propager sur plusieurs mètres de longueur. Donc ces deux rayonnements sont surtout dangereux lorsqu'on les inhale ou lorsqu'on les a près de nous, ou lorsqu'on les a sur la peau, hein, par exemple. Ça peut créer des cancers de la peau, des choses comme ça. Et surtout, le troisième rayonnement, c'est le rayonnement gamma, lui qui est extrêmement dangereux. Il est généralement émis en plus des rayonnements alpha ou des rayonnements bêta. Vous avez des produits comme le césium-137 qui est un gamma dur, ou l'iode ou le cobalt-60 qui est aussi un gamma. C'est un résultat de la fission nucléaire, mais il est aussi utilisé dans des usines d'irradiation des aliments pour les rendre soi-disant non pourrissables. Il y a une usine pas très loin d'ici, devant laquelle on a manifesté il y a une quinzaine d'années. C'est vraiment des éléments dangereux. Pourquoi? Parce que la longueur de pénétration de ce rayonnement gamma se calcule soit en demi-longueur, soit en épaisseur moitié, ou soit en épaisseur dixième. Et un noyau de cobalt-60, donc qui est non stable, lorsqu'il émet sa radioactivité, la dixième de distance, c'est-à-dire que tous les 43 cm, c'est en bas du tableau, là, il va perdre la moitié de sa puissance. Un dixième de sa puissance, pardon. C'est-à-dire que dans l'eau, il va se propager sur 5-6 mètres de longueur. Et dans le plomb, au bout de 4,1 cm, il va perdre un dixième de sa puissance. C'est-à-dire que quand vous êtes auprès d'un wagon dans une gare, un wagon de déchets radioactifs, on vous dit, vous en faites pas, il y a 10 cm de plomb, c'est bon, non. S'il y a 10 cm de plomb, on aura environ 20% du rayonnement qui va être absorbé. Mais il y aura 80% du rayonnement qui va sortir du wagon isolé pour se propager dans la nature à côté. C'est pour ça que si un jour vous êtes sur l'autoroute et que vous voyez devant vous un camion de transport de déchets radioactifs, ne restez pas près. Restez loin de ces éléments. Parce qu'on ramasse. Et le conducteur, alors lui, il a assez dose. Donc ces rayonnements, c'est vraiment alpha, bêta, gamma, extrêmement dangereux. Le gamma est vraiment extrêmement dangereux. Alors ensuite, un certain nombre de mesures. Le Becquerel, c'est un savant donc, du début du siècle, enfin du début du siècle dernier, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Alors, attention, on parle généralement de Becquerel par gramme ou de Becquerel par kilo. On met toujours à côté une masse, parce qu'en fait, c'est bien tel produit émet, tel échantillon d'éléments radioactifs émet tant de Becquerel pour 1 gramme ou pour 100 grammes ou pour 1 kilo. C'est ça qui est important, de voir la quantité par masse. Ensuite, le Gray, c'est une puissance, donc c'est égal à c'est un rayonnement qui provoque par kilo de matière qui reçoivent ce rayonnement 1 joule de puissance. 1 joule, c'est un newton-mètre. Un newton-mètre, c'est en gros 100 grammes, c'est le travail de 100 grammes, d'une force de 100 grammes sur 1 mètre de longueur. Quoi. Bon, c'est important, c'est l'équivalent de 100, avant c'était les rad, et c'est un Gray, c'est 100 rad, donc c'est extrêmement important. Le Sievers, lui, c'est l'équivalent du Gray, mais avec l'analyse du corps qui réceptionne ces éléments et les conséquences biologiques sur cet élément. Donc le RAM, le Sievers, c'est vraiment la mesure qu'on utilise de partout. Et les conventions internationales estiment qu'un être humain ne doit pas absorber plus de 1 millisieverts par an de radioactivité. 1 millisieverts par an, c'est la dose maximum que peut absorber une personne. C'est l'équivalent pour qu'on ait 5 cancers sur 100 000 personnes. Quoi. Donc on estime que c'est la limite pour que les gens ne soient pas exposés à plus. Alors au Japon, il y a eu un accident le 11 mars
2011, et eux, pour baisser la dangerosité de la radioactivité, elle dit ben, finalement, on va mettre 20 millisieverts. Comme ça, il y aura beaucoup moins de gens en zone irradiée. Ils n'ont pas diminué la radiation, ils ont augmenté les limites. Donc là, on a vraiment, et dans les enquêtes d'utilité publique qui ont eu lieu, alors c'était cet été ou c'était la fin de l'été dernier, où la CRIRAD nous a vraiment prévenu, CRIRAD vous connaissez, ou Commission de recherche d'information indépendante sur la radioactivité, donc à Valence, nous a prévenu, attention, il y a une enquête d'utilité publique, dites bien que vous n'êtes pas d'accord, en cas d'accident grave, la France disait pendant 1 an ou 2, on passera à 20 millisieverts. Oui, c'est bien sûr, comme ça on augmente les doses, comme ça on dit que les gens ne sont pas contaminés, et puis 15 ans plus tard ils ont un gros cancer, et c'est pas de notre faute, quoi. Donc ça c'est important. Alors, la dangerosité, 0,3 à 1 millisieverts, fatigue, formule sanguine altérée, donc c'est jamais que 10 fois la dose minimum, hein, enfin 0,3. Donc on est vraiment, on peut très vite avoir des conséquences importantes. 1 à 2 sieverts, c'est troubles sanguins, troubles digestifs. 2,5 à 4, c'est vomissement, vertige, forme sanguine modifiée. 4 à 8, c'est une mort pour 50% des personnes. Et plus de 8 sieverts, c'est une mort pratiquement à 90% des personnes. Donc on est très vite sur des limites où on atteint la radioactivité. Et en France, on surveille beaucoup la radioactivité émise des réacteurs, encore que... Mais sur le transport de marchandises ou sur certains emplois de cette radioactivité, on voit qu'on dépasse très vite les doses. Donc attention, il y a quand même des morts régulièrement en France, on ne dit pas que c'est à cause de la radiation, mais attention. Alors, des choses importantes aussi quand on parle de la radioactivité, c'est la période des éléments. La période d'un produit radioactif, c'est le temps qu'il met pour que la moitié d'une masse donnée à un jour donné se transforme en autre chose. Parce qu'en fait, la radioactivité, l'émission de rayonnement alpha, bêta ou gamma joint, c'est que le corps se transforme en un autre corps. Il peut se transformer des fois sur 10 fois en autre chose avant d'arriver à un corps stable. Par exemple, l'uranium-238, il met 14 étapes avant d'arriver au plomb 210. Donc, ça veut dire que pour, par exemple, le plutonium-239, qui est un des produits les plus dangereux qui n'a jamais existé, qui a été créé par l'homme, puisque sa période, c'est 24 100 ans. Donc on estime qu'il faut environ une trentaine de périodes pour que ça disparaisse, pour que ça soit divisé par 1 milliard. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord qu'au bout de... Si on a 1 kg de matière radioactive, au bout d'une période, on a 500 grammes. Au bout de la seconde période, on n'a plus rien. On a la moitié de ce qui restait au bout de la première. C'est-à-dire 250 grammes, puis 125 grammes, plus 62,5 grammes. Donc on a vraiment une durée importante. Et si on a à l'origine une masse importante de radioactivité très dangereuse comme le plutonium, si on a 1 kg de plutonium, qui sera un peu étalé, hein, parce qu'on verra la masse critique après, il faudra bien 30 périodes pour que sa dangerosité disparaisse. Il faudra que ça soit divisé par 1 milliard, pour qu'alors là, les corps encore radioactifs seront noyés dans le reste et moins radioactifs. Donc c'est pour ça qu'on dit que la durée de vie, dangerosité du plutonium, au niveau radioactif, c'est près d'1 million d'années, quoi. Donc c'est vraiment, c'est des matières qu'on a créées, qui n'existaient pas à l'état naturel parce qu'elles s'étaient déjà autodétruites, mais qu'on a recréées et qui pourraient être dangereux pendant près d'1 million d'années. Ça veut dire que c'est l'homme des cavernes, hein, qui aura créé le plutonium et on serait toujours avec. C'est long, quoi. Alors, la fusion, donc on ne va pas trop s'étendre dessus, mais la fusion, c'est quand on a plus un corps est petit, comme l'hydrogène, c'est un seul proton, ou le deutérium, c'est un proton, un neutron, c'est un isotope d'hydrogène. Quand ils sont seuls, ils ont beaucoup d'énergie. Si un proton, un noyau d'hydrogène, deutérium, donc un proton, un neutron, et un tritium, un proton, deux neutrons, se rentrent dedans, soit ils vont se rebondir et garder la même énergie, soit ils vont se lier au moment du choc, créer un noyau d'hélium, et éjecter un neutron avec extrêmement de puissance, et ils vont perdre de la masse. C'est-à-dire qu'il y aura une perte de masse, c'est un peu ce que disait Einstein, c'est E égale MC2, alors là c'est E égale delta MC2, parce que c'est la différence de masse, c'est la masse perdue par l'éjection de ce neutron, va créer une puissance énorme. Et la fusion, c'est bien deux noyaux d'hydrogène, deux isotopes d'hydrogène qui se rencontrent, avec une grosse force, et qui créent beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est quoi? C'est soit la bombe H, soit ce qu'on essaye de faire à ITER, à Cadarache, c'est un réacteur de fusion nucléaire. Je rappelle que ITER, on ne veut pas créer d'électricité, on veut juste démontrer
qu'on est capable de faire une réaction de fusion nucléaire pendant 400 secondes dans un milieu confiné. On va créer des températures de plusieurs millions de degrés pendant 3-4 minutes, peut-être 5-6 minutes. Après, on ne nous a pas dit comment on allait faire pour exploiter ces 3-4 millions de degrés et pour créer de l'eau sous pression à 380 degrés. Là, c'est encore pas du tout ce qu'on cherche. On cherche vraiment à démontrer qu'on peut faire en milieu confiné une fusion nucléaire. On sait le faire au niveau bombe H, où le Soleil sait le faire depuis le début, c'est ce qu'il fait, mais nous, on veut faire mieux. Par contre, c'est extrêmement dangereux, quoi, parce qu'il y a des éjections de neutrons à très haute vitesse qui vont perturber tous les corps avoisinants. C'est pour ça que cette fusion serait faite sous rayonnement, sous champ électrique, parce que les matières autour ne tiendraient pas à 3 millions de degrés, quoi. Donc ça, c'est de l'utopie, hein, c'est pas encore fait ITER. Hein. Donc on ne va pas s'étendre là-dessus. La fission, par contre, c'est ce dont on se sert dans tous les réacteurs nucléaires ou dans la bombe A. C'est bien un noyau d'uranium-235. Donc l'uranium-235 dans l'uranium naturel. Si on ne parle pas du minéral, on parle vraiment de l'uranium naturel trié chimiquement. On a 0,7% d'uranium-235 qui est fissile. Et on a 99,3% d'uranium-238 qui, lui, n'est pas fissile, mais est fertile. C'est-à-dire qu'il absorbe les neutrons, il se transforme en uranium-239, qui se transforme très rapidement en plutonium-239. Et donc la fission, c'est qu'un noyau comme l'uranium-235, vu le nombre de protons et le nombre de neutrons, est instable. Et si on lui projette dessus un neutron, il va exploser en un corps d'une masse de 130 environ à une masse de 90. Enfin, ça va créer 2 descendants et libérer beaucoup d'énergie. Généralement, lors d'une fusion, on éjecte 2,5 neutrons. Et souvent, alors on va le voir tout de suite après, la fission crée beaucoup de noyaux. Donc on a par exemple l'uranium qui se transforme en 2 fragments qui, eux, sont radioactifs et vont se transformer en d'autres éléments, C'est pour ça que les déchets venant des centrales nucléaires sont extrêmement dangereux. Parce qu'au début, on n'a que de l'uranium 235 et 238, et après, on a des tas de descendants, comme le césium-137 qui est extrêmement, qui est émetteur gamma fort, comme le cobalt, enfin un certain nombre d'éléments. Donc on a beaucoup d'éléments radioactifs qui ont parfois des durées assez courtes, mais qui ont pu avoir des durées de plusieurs mois, et donc qui vont être dans les déchets radioactifs. Donc on a vraiment une augmentation de la radioactivité sur du combustible usé par rapport à du combustible neuf. Ça, il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'on dit, on va mettre chez vous du combustible usé, c'est pas dangereux, il est usé. Non, il est beaucoup plus dangereux, parce qu'il y a tous ces descendants qui sont dedans. Et puis il y a aussi du plutonium, puisque quand je dis qu'il y a, dans une réaction de fission, on éjecte 2,5 neutrons en moyenne sur une fission, il y en a un qui va générer une autre fission, et les 1,5 qui restent, ils vont soit se perdre dans la nature, soit fertiliser un autre noyau d'uranium-238. Et il faut, pour qu'on puisse faire marcher une centrale nucléaire, qu'on ait une masse critique, c'est-à-dire une masse suffisamment importante, souvent plusieurs tonnes, pour que la réaction se perpétue. Alors, on a une masse de combustible qui sont des crayons verticaux, et entre ces crayons, on a des barres d'absorption de neutrons pour limiter la réaction, qu'on baisse plus ou moins, et qui permet d'avoir un équilibre et que la réaction se tire en masse. Mais il faut qu'on ait une masse de plusieurs dizaines de tonnes pour qu'il n'y ait pas trop une perte des neutrons et qu'on arrive à avoir, c'est ce qu'on appelle la masse critique, avoir une réaction qui se continue sans arrêt. Alors, au niveau militaire, la masse critique, c'est autre chose. C'est dans un corps homogène, comme par exemple le plutonium, quelle est la masse qu'on doit avoir pour que ça explose tout seul. Et la masse critique du plutonium, au niveau militaire, c'est 5 kg. C'est-à-dire que si vous avez une petite boule comme ça, donc qui pèse 5 kg en plutonium, ça va faire une bombe tout de suite. Ça va exploser tout seul. Et c'est ça, en fait, le principe des bombes, c'est qu'on a 2 masses d'un même corps radioactif, et au moment où on fait exploser, on les fait se rencontrer, et la masse critique est atteinte, et ça explose. Puis après, pour la bombe H, on sert d'une bombe A pour générer une très grande chaleur sur l'hydrogène deutérium et tritium, et ça crée la bombe H. Enfin, ça, c'est pas trop notre domaine, mais c'est vrai que quand on transporte du plutonium de La Hague à Cadarache, parce qu'en fait on produit le plutonium à La Hague lorsqu'on extrait des résidus, enfin des déchets,
et on l'emmène dans le sud de la France pour créer d'autres combustibles avec en base le plutonium, on le transforme par paquet de 2,5 kg. Mais on se dit, si jamais le camion qui transforme ces éléments, à un moment, notamment, il passe sur un pont qui est à 200 mètres de hauteur. Or, les conteneurs sont prévus pour résister à une chute de 50 mètres. Si jamais le camion se cassait la figure de ce pont, ça serait une bombe atomique, quoi. On se rend compte que vraiment, il y a des choses que personne ne connaît et qui sont vraiment extrêmement dangereuses, quoi. Donc, la masse critique, il y a une notion vraiment dans le réacteur où il y a des calculs qui sont faits parce que la densité est il y a beaucoup de choses autres que les produits radioactifs. Et puis, dans la bombe atomique, c'est vraiment une concentration importante. Alors, comment marche une centrale nucléaire? On commence par la gauche. Donc, vous avez la cuve du réacteur. Donc, dans la cuve du réacteur, vous voyez en marron, c'est donc une cuve assez grande. On a les barres de combustible qui sont dedans et on a les barres de contrôle qui sont au-dessus et qui descendent entre ces barres de combustible pour absorber les neutrons, pour ralentir la radioactivité et pour finalement faire que les neutrons sont absorbés et ne vont pas retoucher d'autres noyaux et les faire se fissurer, enfin, avoir une fission, et donc créer de l'énergie. Et quand on veut augmenter la puissance, on monte doucement les barres pour que la fission augmente. Alors, dans le circuit primaire, on a ensuite un pressurisateur qui a juste comme fonction d'assurer, parce qu'on est à 150 bars, là, donc 150 atmosphères comme pression. Donc la vapeur, il faut qu'il y ait toujours un tampon, qu'il y ait de la vapeur d'eau en haut, pour que ça n'explose pas, quoi. Parce que si jamais il n'y a pas de tampon, il y avait une pression, le métal ne tiendrait pas. Après, on a le générateur de vapeur, qui lui sert à utiliser la chaleur qui est en eau bouillante pour faire marcher une turbine. Donc la turbine, c'est sur le circuit bleu clair. La vapeur d'eau sous pression va dans la turbine. Et pour qu'une turbine marche, il faut qu'il y ait une grosse différence de pression entre l'entrée et la sortie. C'est comme le train vapeur dans le temps. On a envoyé de la vapeur d'eau dans les pistons. Et après, on l'a laissé aller dans la nature, cette vapeur d'eau, pour qu'il n'y ait pas de résistance à la sortie. Donc on est obligé d'avoir un condensateur à la sortie des turbines, de refroidir cette eau pour la faire repartir dans le circuit et la réchauffer, pour qu'il y ait une différence de pression entre l'entrée de la turbine et la sortie, pour que la turbine tourne, quoi. Et la turbine alimente l'alternateur. Alors, on a ensuite deux moyens de refroidir l'eau qui est dans le circuit secondaire. C'est soit par des tours de refroidissement comme on a là. Donc en fait, la tour, c'est juste une grande cheminée où à l'intérieur, on a les circuits d'eau pour les refroidir. C'est pas du tout la partie radioactive, hein, c'est vraiment la partie vapeur d'eau, qui est quand même un émetteur de gaz à effet de serre, parce que ça émet beaucoup de vapeur d'eau. Et on a une seconde solution, c'est soit on a comme moyen de refroidissement du circuit secondaire un fleuve ou la mer. Alors, si on prend la centrale du Bugey, qui n'est pas très loin de chez nous, on a 4 réacteurs et 4 cheminées. Mais on n'a pas 4 réacteurs qui ont une cheminée, on a 2 réacteurs qui ont chacun 2 cheminées, et 2 réacteurs pour lesquels on pompe l'eau dans le Rhône pour refroidir le circuit secondaire. Donc c'est 2 types de réacteurs, et puis on a le premier réacteur graphique gaz, mais enfin celui-là il n'est plus en route depuis 1994, donc c'est autre chose. Donc 2 types de réacteurs, et vraiment l'énergie nucléaire, c'est comme le gaz, c'est comme le charbon, c'est vraiment une machine à vapeur. On est bien d'accord qu'on crée de la chaleur pour faire marcher une turbine. Et la chaleur qu'on crée dans le réacteur, quand on vous dit au budget, on a 4 réacteurs de 900 MW, en fait, on produit 2700 MW de chaleur dans le réacteur. Et après, on transforme 33% de cette chaleur en électricité. Donc quand on vous dit, les éoliennes, elles produisent en moyenne en France 25-28% de leur puissance maximum, et c'est pas très bon. Le nucléaire, on vous parle toujours de 900 MW électriques, on ne vous parle jamais des 2700 MW thermiques, parce que là aussi, on n'a qu'un tiers de la chaleur qui se transforme en électricité. Pourquoi? Parce qu'il faut la différence de pression à l'entrée de la turbine et à la sortie de la turbine, et donc il faut refroidir cette eau. Donc on la refroidit avant de la réchauffer. Donc c'est un système qui n'est pas très performant. Et on ne vous le dit jamais, ça. Parce qu'on ne parle jamais de ce fait que vous avez 33% de la chaleur qui est transformée en électricité. Et le reste va soit dans un fleuve pour le réchauffer, donc les poissons, ils n'aiment pas toujours. En 2003, lorsqu'il y a eu la grosse pénurie d'eau en France, il y a eu des millions et des millions de poissons qui sont crevés parce qu'on refroidit.
normalement, une centrale nucléaire ne peut pas réchauffer l'eau d'un fleuve à plus de 28 degrés. Et là, il y a eu des dérogations. On était à 33 degrés à des endroits, quoi. Je veux dire, donc les poissons, c'est vite fait. Hein. Ça dégage vite. Hein. Quand ça dépasse 28 degrés, toute la faune et la flore qui sont dans le fleuve, ben en aval du réacteur, ça dégage vite fait. Hein. On a même arrosé les cheminées de Fessenheim avec des jets d'eau tirés dans le canal. Donc on était vraiment dans une situation où on se dit le nucléaire, c'est pas une solution quand il y a du réchauffement. Donc est-ce qu'il y a des questions sur le mécanisme du réacteur? C'est pas très compliqué, mais enfin qu'on n'a jamais vu, c'est peut-être pas évident. Non, pas de questions? Si, oui. Les pompes qui servent à amener l'eau froide, elles sont alimentées du coup, j'imagine, par une source externe. Et si cette source externe est défaillante... Alors on verra ça tout à l'heure, mais en gros, tout est généré par l'électricité produite par le réacteur, donc on a là les alternateurs, sauf qu'il y a des groupes électrogènes, ou des électrogénérateurs de grosse puissance, normalement il y en a 4 par réacteur, qui doivent prendre la relève instantanément s'il y a un problème une déficience du réacteur, que le réacteur ne produit pas. Et par exemple, le 26 juillet 2006, en Suède, il y a eu un court-circuit dans un réacteur nucléaire. Toutes les salles de commande, tout a été privé d'électricité. Et normalement, les électrogénérateurs, ou groupes électrogènes, enfin on ne dit pas groupe électrogène parce que c'est vraiment les gros trucs, c'est les gros moteurs diesel qui font marcher les gros alternateurs. Eh bien, ils n'ont pas démarré. Parce qu'on n'avait pas pensé que le court-circuit pouvait se propager sur le démarreur du moteur diesel. Donc il a fallu démarrer ils ont réussi à démarrer 2 des moteurs diesel au bout de 19 minutes, et d'après les ingénieurs concepteurs du réacteur suédois, on était à 3-4 minutes d'explosion. Parce que pendant 19 minutes, il n'y a pas eu de refroidissement du réacteur, même si les barres de contrôle sont descendues. Quand vous avez une puissance de 900 MW, donc ça sert en gros 2 millions de personnes, 1 à 2 millions de personnes, c'est pas la cuisinière de la maison, quoi. C'est-à-dire que si on n'élimine pas la chaleur, ben la chaleur monte en puissance, et quand on atteint 2800-3000 degrés, ben, tous les métaux commencent à fondre, et là c'est fini. Ça devient un curium, ça devient un mélange de métaux fondus et de combustible qui est irrécupérable et que ça risque d'exploser comme ça s'est fait à Tchernobyl ou Fukushima. Donc là, on a vraiment eu un problème. Alors bien sûr qu'en 2006, l'ensemble des pays européens ont arrêté rapidement les uns après les autres leurs réacteurs pour vérifier que les démarreurs des électrogénérateurs étaient bien, n'avaient aucun lien électrique et automatique avec l'électricité du réacteur, produite par le réacteur, pour qu'il y ait vraiment une indépendance et qu'on soit sûr de pouvoir les mettre en route. Il a pas eu d'accident pour le découvrir. Oui, et la France a dit, on n'a pas le même type de réacteur, donc je ne vois pas pourquoi ça nous arriverait. Voilà, donc c'est rassurant parce que, alors c'était le 26 juillet, donc 26 juillet, moi j'étais en vacances et la plupart des gens étaient en vacances, et on l'a connu parce que la Vie catholique, enfin anciennement Vie catholique, maintenant la Vie, a publié un article et puis le réseau aussi. Mais autrement, j'ai pas vu un seul autre article qui en parlait. Donc on est vraiment dans une situation où l'information ne se fait pas, quoi. Donc, d'autres questions, non Donc là, c'est une carte de France avec l'ensemble des centrales et seulement les réacteurs. On est bien d'accord que, donc, en France, à l'heure actuelle, en fin 2017, alors, la couleur des réacteurs a été faite par Nadège fin 2016. Elle n'a pas remis sa carte à jour. Bon, je vous ai mis en bas à gauche. Donc, en fin 2017, on a 45 réacteurs qui ont plus de 30 ans. Il y en a 4-5 qui sont bientôt à 40 ans. On en a 11 qui sont entre 20 et 30 ans et 2 qui sont entre 10 et 20 ans. Donc ça veut dire que les réacteurs les plus jeunes qu'on a en France, ils ont 16 ans. Alors quand on nous dit qu'on va utiliser le parterre à plus de 50% jusqu'en 2035, ça veut dire qu'on aura des réacteurs de 55 ans. Là, je vois que, je pense que les gens qui disent ça, ils n'ont pas fait le calcul arithmétique, quoi. Parce qu'un réacteur, déjà maintenant les réacteurs du budget ou de Fessenheim, qui n'ont pas loin de 40 ans, il y a sans arrêt des problèmes techniques, on ne trouve plus les pièces pour remplacer un certain nombre d'éléments, et puis la cuve, c'est l'élément moteur du réacteur, on ne peut pas la changer. Je ne vois pas comment des réacteurs qui ont été conçus pour durer 30 ans pourraient durer 50 ans. Là, il y a vraiment une méconnaissance. Est-ce que c'est pour rassurer la population française? Est-ce que c'est pour dire qu'on s'y connaît? Je ne sais pas. Bon, là, c'est la liste des réacteurs
sur un tableau, bon, on voit que donc, les deux derniers ont été mis à Civaux en 2002, et puis 2 à Chooz en 2000. Autrement, tout le reste, c'est sur le XXe siècle, et non pas sur le XXe siècle. Donc on a quand même un parterre nucléaire qui est ancien. Alors, pour faire marcher une centrale nucléaire, il faut du combustible, parce qu'on nous dit que la fission n'émet pas de gaz à effet de serre. Mais par contre, le refroidissement du circuit secondaire émet des gaz à effet de serre. Soit il réchauffe le fleuve, soit il y a les cheminées. Puis aussi, il nous faut des combustibles. Et donc, il nous faut en gros 12 000 tonnes de combustible par an pour créer environ 1500 tonnes, 12 000 tonnes d'uranium par an pour créer 1500 tonnes de combustible. Parce qu'en fait, l'uranium naturel est à 0,7%, enfin en uranium 235. Pour le monter à 3,5 à 4%, il faut enlever une grosse partie de l'uranium 238. Donc en fait, on aura besoin de 12 000 tonnes d'uranium naturel pour avoir nos 1500 tonnes de combustible. Donc on prend l'exemple du Niger où on exploite 3 000 tonnes. Pourquoi on prend cet exemple? Parce que la population nigérienne, notamment près d'Arlit et d'Akoken, sont venus en 2003 contacter la CRIRAD pour dire nous, on constate un taux de leucémie, de cancer qui est extrêmement important depuis qu'on exploite les mines d'uranium. Est-ce que vous pouvez venir voir ce qui se passe chez nous? Une équipe de la CRIRAD s'est équipée de tout le matériel nécessaire, a eu tous les papiers nécessaires auprès des ambassades et autres pour aller au Niger pour analyser la situation. Arrivés aux frontières du Niger, ils se sont fait confisquer la totalité de leur matériel, sauf Bruno Chararon qui a pu planquer un compteur GGR, qui leur a permis de voir quand même beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'ils ont constaté? Que, en fait, les résidus des minerais, parce que quand on a du minerai, en gros, on a 0,2% d'uranium dedans. On a 1 millième d'uranium. Donc, pour avoir 1 gramme d'uranium, il nous faut 1 kilo de minerai. Donc, il faut concasser ce minerai, il faut le mettre dans des acides et tout ça, pour extraire des bouts, d'un côté, qui ne seront pas utilisés, et de l'autre, l'uranium. Les bouts sont stockés à l'air libre. Là, on voit une photo qui n'est peut-être pas très claire, mais c'est un parc de plus de 50 hectares sur 25 mètres de haut, où on met les bouts. Et dans ces bouts, on n'a plus d'uranium pratiquement. Mais on a tous les descendants d'uranium, qu'on va voir dans le tableau suivant. Et donc, on a énormément de radioactivité. Et au niveau des descendants de l'uranium, donc l'uranium 238, il a 14 descendants avant d'arriver au plomb 206, qui sont pour beaucoup émetteurs alpha, bêta, souvent du gamma. Dedans, on a à un niveau, après le radium, on a le radon. Le radon a une demi-vie de 3,8 jours. C'est assez court, mais c'est un gaz lourd. Et il ne faut pas dire au bout de 3,8 jours ou au bout de 30 fois 3,8 jours, il n'y a plus de radon, parce qu'en fait, il est alimenté sans arrêt par le thorium, par le proctanium, par l'uranium 234, par le thorium, par le radium. En fait, une fois que ces éléments existent, puisqu'à l'origine de la Terre, il y a 4-5 milliards, on avait une masse d'uranium qui s'est divisée par 2, parce que c'est en gros la demi-période de l'uranium. Mais pendant toute cette période, on a créé tous les descendants. Et donc, il y a toujours les ascendants au radon dans ces zones stériles. Et donc, sans arrêt, il y a du radon qui coule en surface. C'est un gaz lourd, donc qui coule en surface de ces 50 hectares de déchets. Et donc là, on a vraiment une contamination des gens qui s'approchent de ces éléments, notamment des gens qui travaillent là-bas, qui est extrêmement importante. Alors, pour avoir 3000 tonnes d'uranium, donc, dont 0,7% d'uranium 235, il nous faut des milliers de tonnes d'acide sulfurique, donc c'est pas négligeable. Il nous faut environ 12 000 tonnes d'explosifs. Il nous faut 160 000 tonnes de charbon, parce qu'il y a une centrale électrique à 180 km au sud d'Arlit qui produit de l'électricité pour alimenter ces mines, et cette électricité est produite avec du charbon. Et donc, 80% de ce charbon, 85% même, est utilisé pour les mines d'uranium, et donc on a 160 000 tonnes de charbon pour créer 3 000 tonnes d'uranium. Alors, on est bien d'accord que 3 000 tonnes d'uranium produit beaucoup plus d'énergie que 160 000 tonnes de charbon. C'est pas... Il y a des proportions. J'ai fait les calculs en gros, il faut dire que juste l'extraction au Niger de l'uranium produit en gros par kilowattheure en France 10 grammes de CO2. C'est pas négligeable. Alors ensuite, il nous faut 13 millions de mètres cubes par an.
Donc comme c'est des zones semi-désertiques, on a déjà constaté, mais déjà on l'avait fait il y a 10 ans, que les nappes phréatiques ont baissé de plus de 30 mètres. Et que maintenant les arbres n'ont plus des racines assez suffisantes pour aller chercher l'eau à 30 mètres de profond. Quand la nappe est descendue à 50 mètres de profond, toute la végétation est perturbée, quoi. Puis alors on a une radioactivité, et quand on va fermer les mines d'uranium à Raleigh et à Cockel, ça sera des zones qui vont très vite se désertifier, parce qu'il y a une telle radioactivité dans ces zones que c'est extrêmement dangereux, quoi. Et les normes internationales de respect pour les mines d'uranium ne sont absolument pas respectées au Niger, qui est une ancienne colonie française, qui nous sert bien. Et pourquoi dans les combats en Afrique du Nord, on va notamment au Mali pour combattre les groupes terroristes, c'est parce que le Mali, c'est à quelques centaines de kilomètres des mines d'Arlit. C'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, il y a bien des raisons pour qu'on s'investit dans cette zone géographique. C'est parce qu'on a nos mines d'uranium qui sont à côté, quoi. Il faut que je me dépêche un peu, peut-être. Alors, donc ça, on l'a vu. Donc, on est bien d'accord que quand on parle d'uranium, même dans les mines françaises, dans la Nièvre, dans la Haute-Loire, quand on vous dit on a enlevé l'uranium, donc tout va bien. Non, il reste tous les descendants. Et quand vous voyez, le troisième descendant, donc l'uranium 234, a 245 000 ans de demi-vie. Donc à l'échelle humaine, il y aura toujours des déchets. Donc on n'a pas enlevé toute la radioactivité du minerai. On n'a pris que l'uranium 238. Et puis 235 à l'origine. Donc il y a vraiment une situation extrêmement dangereuse. Et pourquoi dans la Nièvre et dans la Haute-Loire, on a interdit quelques années après la mise l'investissement touristique auprès de lacs qui étaient d'anciennes mines d'uranium, parce qu'on a fait beaucoup de mines d'uranium à ciel ouvert, ça crée un lac, parce qu'à mesure l'eau, il pleut, ça se remplit, ça fait un lac, et on a mis des stations touristiques dessus, puis après on s'est rendu compte que en fait, le brassement de l'eau faisait remonter les produits radioactifs, et on a interdit il y a quelques années la baignade dans tous ces lacs. Donc on est vraiment dans une situation où on contamine des surfaces géographiques de la France. Les déchets d'uranium, ça c'est des photos qui ont été prises à La Hague, et donc on voit vraiment que la conservation des conteneurs de produits radioactifs se délabre très vite. La radioactivité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supprimer. Quand un corps comme le plutonium a une demi-vie de 24 100 ans, on ne peut rien faire avec, à part on fait une bombe atomique et le faire exploser. Mais comment on ne peut pas accélérer sa période, on ne peut rien faire. On sait que pendant 1 million d'années, on aura un danger. On n'a pas d'autre moyen que de le faire. Et donc, alors, dans un certain nombre de produits radioactifs, donc l'iode 131 est extrêmement radioactif. Il a une demi-vie de 10 jours, ça veut dire qu'au bout de 3-4 mois, il n'y a pratiquement plus de danger. Mais par contre, cette iode 131 va se mettre dans la thyroïde à la place de l'iode 127 qui est normalement, quoi. L'iode qu'on a dans l'eau, dans les selles, et ça remplace. Et c'est pour ça qu'on a, après les accidents de Tchernobyl et après Fukushima, un développement des cancers de la thyroïde ou des tumeurs sur la thyroïde, parce que cette iode 131 s'est fixée dessus, a dégradé la structure chimique et organique de ces cellules, et quelques années après, 3-4 ans, 5 ans après, on a les cancers qui apparaissent. Donc là, c'est une diapo que je n'ai pas bougée, parce qu'elle date de 2007, mais c'est pour bien dire, bon, c'est toujours pareil. L'électricité, c'est 22% de l'énergie consommée en France, il faut quand même se rappeler ça, 22%. Le nucléaire, c'est 70% de l'électricité. Donc le nucléaire, c'est 17% de l'énergie consommée en France. Donc quand on nous dit le nucléaire va nous sauver, oui, enfin il reste quand même 83% à côté, quoi. Il ne faut pas l'oublier quand même. Et on est encore gros consommateur de pétrole en France pour nos voitures, pour nos chauffages, pour tout ça. Donc, et dire que l'EPR, ça va être l'avenir, bon, on nous disait au début un peu moins de déchets, un coût de 3,3 milliards, un rendement légèrement supérieur, une puissance de 1600 MW électrique, 5% de moins d'uranium. On a voulu nous dire qu'il fallait quand même créer des lignes à haute tension. Les lignes ont été créées en Flamanville et le Val-de-Loire, 250 km de lignes à très haute tension, avec des pylônes de 70 mètres de haut et 400 000 volts qui sont dedans. Donc 400 000 volts, ça fait des champs électriques. Il y a plusieurs fermes qui ont dû être déplacées, parce qu'on a constaté que les vaches avortaient, avaient de gros problèmes de santé quand elles étaient à moins de 200 mètres, parce qu'un champ électrique, ça perturbe l'organisme humain, quoi. Enfin humain ou animal. Puis surtout, ce qu'on nous a dit, c'est que cette centrale EPR rentrait en fonctionnement début 2012. Bon, on est fin 2017.
on a le projet maintenant de la faire démarrer fin 2019. C'est-à-dire 7 ans après. Et le coût, c'est pas 3,3 milliards, ça va être 10,5 à 11 milliards. Donc on est vraiment sur un échec économique. C'est des ingénieurs qui ont conçu le concept de l'EPR. Il était prêt dès les années 2003-2004. Tout était super, c'était un super truc. Et le 2 novembre 2009, bon, il y a déjà quand même quelques temps, l'autorité de sûreté nucléaire française, finlandaise et de Grande-Bretagne ont émis un veto sur ce projet. Ils ont constaté que des milliers de connexions mécaniques, informatiques et électriques étaient entre le circuit normal de contrôle de contrôle commande, c'est-à-dire faire baisser ou monter les barres d'absorbants de neutrons pour faire régler la puissance. Donc le circuit normal de fonctionnement était connecté avec le circuit de secours de façon extraordinaire. Et si le circuit de fonctionnement normal tombe en panne, eh bien, il y a des grandes chances qu'on ne puisse pas faire marcher le système de secours, puisqu'il était lié de façon mécanique, électronique et informatique, de façon importante. Donc ça a retardé 2 ans le chantier, il a fallu tout revoir ça. Mais comment peut-on démarrer, avoir une enquête d'utilité publique qui dit oui, c'est tout bon? En 2007, on a démarré le chantier, et 2 ans après, on se rend compte que qu'il y a des énormes erreurs, quoi. On se dit là, il y a vraiment un problème. Alors, ce danger a disparu, mais si on ne l'avait pas conçu à l'origine, c'est très inquiétant. Ensuite, normalement, l'EPR devait produire l'électricité à peu près 60 euros le mégawattheure, c'est-à-dire plus haut que le prix du marché. Mais par contre, on nous disait, dans les moments de demande importante d'électricité, on aura un réacteur qui marche avec le système RIF, retour instantané en puissance, et on pourra le faire monter en puissance très rapidement, en un quart d'heure, il pourra monter à 5600 MW, et on pourra accorder la puissance du réacteur à la consommation journalière qui est très variable. À l'heure actuelle, tous les réacteurs marchent en linéaire, enfin en puissance constante, parce que c'est vraiment problématique d'augmenter ou de baisser la puissance d'un réacteur, ça crée des résidus, c'est mauvais pour son fonctionnement. Donc on nous disait, par contre l'EPR est prévu avec des barres de contrôle extrêmement absorbantes de neutrons, donc on peut l'arrêter en très peu de temps et le redémarrer en très peu de temps. Et très peu de temps après, 1 an après, les ingénieurs se sont rendus compte que si on démarrait trop vite, on aurait des zones de surcriticité, c'est trop de neutrons qui étaient produits à un moment et qui allaient générer des explosions. Donc en 2011, on a abandonné le système RIP, retour instantané en puissance, on a repris des barres de contrôle, les mêmes que les anciens réacteurs. Donc cet argument a disparu aussi, mais pas avant le début de la conception, pendant la conception, plus de 3 ans après le début de la conception. On se dit, putain, les mecs, je sais pas, ils ont fait des dessins comme ça, comme un gars qui fait de la mode des vêtements, quoi. Ils ont fait un truc pour essayer, quoi, je sais pas. Alors ensuite, 2010-2011, l'ASN a envoyé 4 courriers au vitriol à EDF en disant « Vous nous coulez des bétons, notamment pour faire les piscines de stockage des combustibles neufs ou usés, où il y a des trous dedans, enfin des nids à cailloux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de béton, il y a trop de caillasse, et c'est pas étanche. On a des photos, enfin je ne sais pas mise, mais la CRIRAD a des photos qui sont scandaleuses, parce qu'on a un mur, et puis d'un coup on voit des fissures énormes, alors qu'il n'est pas encore entré en fonctionnement, hein. Il est en construction. Donc on a vraiment un déficit de la qualité du béton qui est scandaleuse, quoi. Et là pareil, il a fallu refaire des morceaux de radier, donc le radier c'est tout le parterre bétonné sur lequel on construit la centrale, et puis surtout les piscines de stockage des déchets, enfin des combustibles usés ou pas usés. Donc là, pareil, c'est scandaleux. Ensuite, donc sur les consoles, donc tous les mécanismes qui charrient les combustibles en haut dans l'enceinte de confinement qu'on a vu tout à l'heure, il y a le réacteur, il y a le générateur de vapeur, il y a un certain nombre de circuits primaires, et il y a tout un système, on noie l'enceinte de confinement pour mettre le combustible ou l'enlever. Et il y a tout un système de pontons, de consoles qui servent à prendre les combustibles, les enlever, les mettre dans la piscine à côté, ou les prendre dans la piscine et les mettre dans le réacteur. Et ils se sont rendus compte des défauts d'acier, d'abord sur 3 consoles, et ensuite sur 46 consoles. C'est qu'on construit des trucs, on n'est même pas capable de faire un acier qui est prévu aux normes demandées. Et là, on se dit, putain, mais c'est quoi ça? Là, c'était en 2012. Ensuite,
en 2015, alors là, c'est pas apparaît dans le grand public début 2015, mais l'ASN a révélé le fait que sur une surface de 1,20 m de diamètre, dans la cuve et sur le couvercle du réacteur, sur des constructions témoins qui étaient à côté, qui avaient été faites sur le même principe, puisque la cuve était déjà fixée, on avait un taux de carbone trop élevé dans l'acier, qui donnait un acier beaucoup plus rigide et beaucoup plus cassable. C'est-à-dire qu'on passe de l'acier à la fonte, quoi, où vraiment un choc peut péter, quoi. Et là, grosse inquiétude, enquête d'utilité publique cet été, une grosse majorité, près de 80% des gens qui ont répondu à cette enquête, ont dit on ne veut pas mettre le EPR en route dans ces conditions. L'ASN, en octobre, donc il y a un mois, a dit on va permettre la mise en route de ce réacteur en 2019. Il va travailler pendant 2 ans à 20-25% de sa puissance pour qu'on voit comment ça réagit. Si on s'en sert après, en 2024, il faudra absolument changer le couvercle. Donc refondre un couvercle aux fonderies du Creusot, qui maintenant a été racheté par Areva, pour refaire un couvercle. On se dit, mais le cœur, la cuve, par contre, les 1,20 m en fond qui sont en mauvaise qualité, comment va-t-on faire? On peut pas, il faut tout redémonter, là, c'est tout fini, quoi. Donc on se dit, même la SN, qui a dû être extrêmement influencée par la CEA et par tous ces gens-là, a dit, ok, on essaye. On est vraiment dans des situations où il y a des interrogations à se poser. Alors, ce problème d'acier est dans beaucoup de générateurs de vapeur. Générateur de vapeur, c'est pas un petit truc, hein. C'est une pièce qui fait généralement entre 400 et 500 tonnes, qui fait entre 15 et 20 mètres de haut. Et par exemple, à Paluel 2, ils ont changé un générateur de vapeur il y a maintenant 1 an et demi. Un accident qui n'était pas prévu dans les choses prévisibles. Normalement, ça devait se passer avec des spécialistes qui prenaient le générateur de vapeur, qui l'enlevaient, un truc de 475 tonnes, hein, c'est pas un petit truc, qu'ils le posaient à l'extérieur de la centrale et qui en mettaient un nouveau. Et là, il s'est cassé la gueule. Mais, un truc de 17 mètres de haut qui s'est couché sur la piscine qui était dessous. Donc, et ils envisagent peut-être un jour de remettre Paluel 2 en route. Mais on se dit, mais putain, vous avez un truc de 400 tonnes qui s'est cassé la gueule sur la piscine. Bon, d'accord, il n'a pas touché la cuve du réacteur, mais enfin, il a perturbé 475 tonnes qui tombent de 7-8 mètres de haut. Encore le centre de gravité était à 7-8 mètres. C'est pas de la rigolade, quoi. On se dit, mais putain, mais vous nous dites que vous êtes en pleine forme pour la maintenance de ces trucs, mais c'est les intérimaires qui n'ont jamais fait ce boulot qui vont y faire. Enfin, quand on charrie un truc de 475 tonnes, il faut quand même qu'il y ait des gens spécialistes qui savent faire marcher les grues, quoi. Je veux dire, enfin, il y a un truc qui n'est pas au point, quoi. Mais le fait que ça soit à faible puissance, ça veut dire que s'il y a un accident, il est donc moins important, ouais. Ils veulent déjà voir à faible puissance comment ça réagit. Après, c'est pas très. Après, peut-être qu'ils vont laisser pendant 1 an à demi-puissance, puis le faire monter en puissance après pour voir comment ça réagit, je ne sais pas. Mais l'ASN est consciente qu'on ne peut pas le démarrer tout de suite comme un réacteur qui a été mis à l'arrêt pour rechargement du combustible et qui marchait avant. Là, on a un truc vraiment qu'il faut essayer pour voir si ça tient. Parce que si jamais il y a une fissure qui se fait, parce qu'on a quand même la plupart des réacteurs en France, on a détecté 1 ou 2 fissures de 10 cm de long sur 18 mm de profond, qui est à la surface extérieure du réacteur. Bon, quand le réacteur fait 7-8 cm, on se dit, bon, ben là, c'est à surveiller pour voir si cette fissure ne bouge pas. Mais tant qu'elle ne bouge pas, il y a quand même après encore 6-7 cm qui tiennent le coup. Bon, après, c'est des spécialistes, moi je ne suis pas du métier, mais vraiment, quand on a une fissure dans de l'acier, il faut la surveiller, parce que en cas d'arrêt d'urgence d'un réacteur, par exemple, pour prenez Tricastin, il y a 2-3 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des crues du Rhône. Bon, c'est un truc exceptionnel, ça n'arrive jamais normalement, c'est parfois dans l'histoire, ça. Et puis il y a plein de branchages qui sont arrivés sur les filtres qui permettent de prendre l'eau du Rhône pour l'emmener dans le circuit de refroidissement du réacteur. Et ça a été bouché par des troncs d'arbres. Mais normalement, ça ne devrait jamais arriver, ça, c'est un truc... les mecs, ils n'ont pas pensé que ça pourrait arriver, quoi. Et ça a bouché les zones d'entrée, et donc il y a eu un échauffement du circuit secondaire du réacteur, et il y a eu arrêt d'urgence. Il s'est arrêté. Alors après, il faut 2-3 jours pour qu'il perde sa puissance, mais il s'est arrêté tout de suite, quoi. Mais on se dit, mais on voit bien que la maintenance des réacteurs nucléaires, il y a un problème, quoi. Il y a des trucs, quand on prend de l'eau dans un fleuve, on doit surveiller régulièrement cette eau, qu'il n'y ait pas des branches qui viennent obstruer les filtres. C'est des gros filtres. Mais s'il y a des branches sur une crue qui viennent boucher, il n'y a plus d'eau pour refroidir le réacteur. Alors après, il y a des circuits secondaires, il y a des trucs comme ça. Mais je veux dire, mais on voit bien qu'il y a un gros problème de maintenance chez EDF. Donc, autre anomalie qui a été révélée donc, au mois de mars, pareil, au mois d'octobre, pardon.
des séismes, ça arrive en France. En 1814, il y a eu un séisme d'une puissance de 6,3 à 18 km. L'épicentre était à 18 km de la centrale du Bugey. Donc 6,3, c'est déjà quand même un gros tremblement de terre. Et donc l'ASN a constaté, un rapport qui est sorti le 11 octobre 2017, donc il y a un mois, qu'en cas de séisme, on aurait 20 réacteurs plus 9 autres, où les tuyauteries des circuits de secours pouvaient se rompre en cas de tremblement de terre. Et donc, il n'y aura plus rien pour refroidir le réacteur. Le Bugey a été touché par ça. Alors, là, on a les schémas, par exemple. Donc, on a un certain nombre de tuyauteries qui refroidissent le circuit secondaire. Et dans ces tuyauteries, souvent, elles traversent des murs de béton qui font 50 cm d'épais. Et dans ces murs de béton, on met des résines pour étanchifier ces zones, pour pas que ça rouille. Et on s'est rendu compte, il y a peu de temps, que ces résines ne tenaient pas très longtemps, et que l'eau extérieure s'infiltrait entre les tuyaux et le béton, et ça crée des oxydations et des baisses d'épaisseur des tuyaux. Et en cas de tremblement de terre, il pourrait y avoir rupture de ces tuyaux. Tous ces tuyaux qui font le refroidissement des réacteurs. Donc le budget, c'est en 2015 qu'il y avait déjà eu une alerte sur 4 ruptures de tuyaux possibles en cas de tremblement de terre. Donc insuffisance de ces tuyaux. Donc on se rend compte que, sans arrêt, ils se rendent compte que le vieillissement du matériel, comme il n'est pas bien entretenu, et finalement ces tuyaux perdent en épaisseur et perdent en capacité de résistance, notamment en tremblement de terre. Donc c'est important de savoir ça, parce qu'on a 24 réacteurs plus les 4 du budget qui sont compris là-dedans. Donc, alors, pour démontrer, dans les années 2006-2007, le réseau puis toutes les associations locales, avec comme argument pour dire à EDF, on va arrêter le nucléaire parce que vous ne savez pas démonter un réacteur. Vous avez une 60aine de réacteurs en France, aucun n'a été démantelé. Brennilis en Bretagne, à l'époque, était en phase 2. On avait enlevé la partie hors nucléaire, la partie turbine et la partie circuit interne, mais il restait la cuve à démonter, on ne savait pas faire. Donc EDF a dit, on va créer un centre, une installation de confinement et d'entreposage des déchets activés près de la centrale du Bugey, donc c'est ICEDA, pour stocker le démantèlement des parties radioactives du réacteur. Donc, alors, il y a eu pas mal de problèmes de plaintes, et il y a eu le PLU qui a été modifié de façon autoritaire, parce que le PLU prévoyait que le terrain du Bugey pouvait encore servir à du nucléaire, mais en liaison directe avec les 5 réacteurs déjà existants. Or, ICEDA, c'est pour entreposer notamment les résidus du démantèlement des cuves des réacteurs à graphite gaz, donc la technique française qui avait été utilisée au début, donc avant en 1974, donc uranium naturel graphite gaz, maintenant on est à uranium enrichi eau pressurisée, c'est une technique différente, et donc ces 8 réacteurs plus Superphénix, donc le démantèlement devrait être mis dans ce centre, ICEDA, donc installation de confinement et d'entreposage de déchets activés. Donc c'est bien des corps béton, acier qui n'étaient pas radioactifs à l'origine, mais soumis au flux de neutrons dans le réacteur, parce qu'ils sont au corps du réacteur, sont devenus radioactifs, généralement pour des durées de 300-400 ans. Donc comme c'est dangereux pendant 300-400 ans, on a prévu de concevoir une installation de confinement pour 50 ans. Je ne sais pas si vous voyez un peu le problème. On a des trucs dangereux pendant 400 ans, et on prévoit un truc de 50 ans pour les entreposer. Après, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y aura aussi d'autres éléments, un certain nombre les crayons de choses, enfin un certain nombre d'autres éléments, mais le gros, c'est le démantèlement des cœurs de 9 centrales. Donc, Brennilis, Chinon, les anciens réacteurs de Chinon, Saint-Laurent en Touraine, et le réacteur numéro 1 de Bugey, qui était un réacteur à graphite gaz, ancienne génération, qui a marché entre 1972 et 1994. Donc, là, il y a déjà un problème de conception. Les habitants, qu'est-ce qu'on leur demande ? Rien. Il n'y a pas d'enquête d'utilité publique, on ne s'en sert pas. Par contre, les autorités, l'ASN notamment, et EDF a dit aux maires des communes avoisinantes d'éviter de faire des lotissements trop près de la centrale. Donc on se dit, c'est pas dangereux, mais il faut quand même faire attention. On nous disait aussi que hors carbone 14 et hors tritium, donc isotope d'hydrogène,
ce centre d'enfouissement serait beaucoup moins radioactif que les 4 réacteurs en marche. Mais heureusement que la CLIRAD est là et qu'elle a bien lu les textes, parce que nous, on n'aurait peut-être pas vu du premier coup, c'était marqué hors tritium et hors carbone 14. Donc le carbone 14, c'est un isotope de carbone 12 qui se produit naturellement par les rayons solaires, mais qui est aussi issu des fissions nucléaires et des descendants de fission, et le tritium aussi est issu des centrales nucléaires, et c'est des corps, on a plein de carbone dans notre corps, dans tous les organismes vivants, on a plein d'hydrogène, et chimiquement, le tritium et le carbone 14 ont les mêmes capacités chimiques que le carbone 12 ou l'hydrogène. Donc en fait, on inhale ça, on ne s'en rend pas compte chimiquement, mais on est sous radioactivité, et on s'est rendu compte, enfin la CLIRAD s'est rendu compte, que si on comptait le carbone 14 et le tritium, le centre, l'installation de confinement serait 10 fois plus radioactif que les 4 réacteurs qui sont à côté. Donc là aussi, en 2010, il y a eu des informations qui étaient erronées. C'était marqué en tout petit, les trucs. Enfin, je veux dire, heureusement que des spécialistes se mettent là-dessus, parce qu'on nous fait croire des choses. Et alors, c'est toujours pas en route. Mais ça veut dire que si jamais c'était mis en route, ICEDA, en très plein, c'est vraiment les démantèlements des 9 réacteurs à uranium naturel graphique gaz, et tous les autres chemins, c'est des déchets similaires qu'on amènerait ici. Donc la question qu'on se pose, mais pourquoi créer un centre d'entreposage alors que pour certains transports, on aura 700 km de transport d'éléments radioactifs? Pourquoi créer un centre, une installation de confinement sur les bords du Rhône? Si jamais il y a des fuites importantes, et on a vu qu'il y aura 10 fois plus de radioactivité que dans les 4 réacteurs, on lave les métaux, on a de l'eau qui est radioactive, et peu à peu on va avoir des fuites dans les trucs, et ça va couler dans le Rhône. Et le Rhône, il alimente la Fessine et les nappes phréatiques qui servent, qu'on a à notre robinet, quoi. Là, on est vraiment dans des situations où il y a un gros problème de conception même de la chose. Et puis surtout, c'est pour 50 ans. Qu'est-ce qu'on va faire après? Alors, budget. Là, on sort d'ICEDA, c'est toujours le même site. Donc, 4 cheminées pour 2 réacteurs, et puis 2 réacteurs qui prennent dans l'eau. Donc, on a 2 millions de personnes si on fait un parcours de 50 km. On a tout Lyon. On a Genève qui a pas mal, qui s'est pas mal pris auprès de la France. Eux, ils sont à une centaine de kilomètres. Mais en cas de vent du sud, ils peuvent très bien ramasser en cas d'accident des grosses doses. Donc, on a 4 réacteurs. On a l'ancien réacteur à graphite gaz, donc BG1, puis 4 réacteurs à eau pressurisée avec la licence Wilmington, entre parenthèses, Wilmington, a déposé le bilan en mars 2017. Donc cette boîte n'existe plus. Enfin bon, de toute façon, on avait acheté les licences. Hein. Mais bon, c'est pour dire que le nucléaire, c'est pas, en dehors de la France, c'est pas tant en forme que ça, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au mois de novembre 2008, un décret est paru pour dire qu'on a le droit de démonter en priorité BG1, donc, pour mettre les déchets dans ICEDA. Mais on ne s'est pas posé la question comment on va démonter. Comment seront mesurées la radioactivité émise? Quelle est la dose de radioactivité maintenant, avant le démantèlement, et la mesure après démantèlement? Un suivi des doses, des émissions de radioactivité. Comment vont être mesurées les doses assimilées par les gens qui travaillent dedans? Donc un certain nombre de questions. Que vont devenir les déchets? Bon, là, les déchets radioactifs vont aller dans les CEDA. Est-ce que des études épidémiologiques vont avoir lieu? Tout ça, en fait, il n'y a rien. On veut commencer à démanteler, mais surtout aucune sonde, rien près de la centrale, pour pas qu'on ait des repères avant et après la mise en marche de la station de confinement. Si on ne sait rien avant, et s'il y a beaucoup de radioactivité après, on pourrait dire, mais non, ça a été déjà avant, c'était du truc naturel, vous en faites pas, il n'y a pas de danger, quoi. Donc, ce que pose la question, le réseau pose la question, dit, doit-on continuer à faire des réacteurs nucléaires alors qu'on n'a pas encore démantelé un seul réacteur, que déjà en démanteler 9, c'est un gros problème, et c'est les anciens, et qu'il y en a 58 après qui arrivent, quoi. Alors, sur la centrale du budget, donc ça devait être en 2006-2007, on avait consulté des documents. Donc, on a 5 gros barrages sur le Rhône, 5 barrages, non, 8 sur le Rhône, pardon, 5 sur l'Ain et 5 sur un affluent de l'Ain. Et notamment, on a le barrage de Génissia, 50 millions de mètres cubes, et le barrage de Vouglan, 600 millions de mètres cubes d'eau, donc ils sont en amont de la centrale. Si jamais on avait un tremblement de terre ou un glissement de terrain qui fait se rompre le barrage de Vouglan, on aurait une vague de 14 mètres de haut qui arriverait une heure ou deux après
sur la centrale du budget. Alors quand on a regardé, c'était en 2008-2009, les cartes de sécurité, on voyait que ce mur de 14 mètres de haut arrivait, et 1 kilomètre avant la centrale, il a été détourné par des éléments extrêmement costauds pour éviter la centrale et aller se jeter dans l'un un peu plus bas. Enfin, aller se rejeter dans l'un un peu plus bas. Donc on s'est posé la question, on a regardé des cartes topographiques, enfin les gens de la CREA, tous ces gens-là, et il n'y a aucun obstacle qui génère ce changement de direction de la vague. Donc en fait, au moment où ils ont fait l'étude en cas de séisme, de la construction de la centrale, donc dans les années 70, ils ont fait des cartes fausses. Il n'y a aucun obstacle, à part quelques armes, enfin ce n'est pas des obstacles qui vont arrêter un mur de 14 mètres d'eau, il n'y a aucun obstacle qui va arrêter ce flux. Donc la vague va arriver sur la centrale. Donc là, c'est Fukushima. Là. On est d'accord que si le barrage rompt, c'est Fukushima. Il faut comment tenir compte. Ensuite, alors, au niveau du stockage des déchets, mais là, les déchets de combustible, c'est hautement radioactif. Ça, c'est des trucs très très dangereux, en quantité bien moindre. On nous dit à Bure, maintenant c'est CIGEO, donc Centre industriel géologique d'entreposage d'éléments, de trucs activés, je ne suis pas sûr des normes. Bon, on nous dit que ça va être super bien, ça va être à 450 mètres de profond, dans des couches argileuses, et que ça va tenir pendant des milliers d'années. Comme exemple à côté de ça, on a aux États-Unis WIP, WI de PP, qui était un centre d'enfouissement à 650 mètres de profond, qui était au Nouveau-Mexique, qui a commencé à être exploité en 1999. Or, en février 2014, il y a un camion qui a pris feu. Et ça fait exploser, ça a dû faire un four à 650 mètres de profond, et ça fait exploser des conteneurs radioactifs. Et maintenant, alors, j'avoue qu'on n'a pas beaucoup de nouvelles depuis 2015, mais aucune personne, aucun robot ne peut descendre voir ce qui se passe en bas. Donc il y a un dégagement de radioactivité extrêmement important. Ça peut être colmaté à pas mal d'endroits, mais on voit qu'il n'y a pas d'avenir pour ça. À Assé, en Allemagne, on a voulu exploiter des anciennes mines de sel pour entreposer les déchets activés, mettre 126 000 conteneurs de déchets radioactifs. Notamment, il y avait un peu plus de plutonium dedans. Les géologues disaient ce site est garanti pour 75 000 ans, sans déformation, sans rien. Au bout de 25 ans, on a vu apparaître des fissures dans les murs de sel, et l'eau, au bout d'un an après, est apparue, et maintenant, les 126 000 fûts baignent dans de la saumure. Et maintenant, ça va être un investissement énorme pour aller récupérer ces seaux, parce que la saumure, c'est de l'eau salée, hein, mais sur les métaux, c'est un oxydant extrêmement important. Donc maintenant, il faut aller les récupérer. Et le coût, là, c'est carrément exorbitant. C'est-à-dire qu'on n'a pas pensé, là-bas, que quand on emmenait des bulldozers qui émettaient des gaz d'échappement, quand on emmenait des produits chimiques, un certain nombre de produits chimiques et autres éléments, ça perturbait la structure des sols. Et le sel changeait de structure chimique, et il y avait des fissures qui se créaient. Là, on se dit, il y a quand même un problème, quoi. C'est quand même des super géologues qui nous disent ça. Bon, à Bure, IGECO, on dit tout va bien, sauf qu'il y a déjà eu 2 morts, quoi. Notamment dans les tunnels, quoi. Il a pris feu et le mec s'est fait cramer, quoi. On se dit, il n'y avait pas encore de produits radioactifs, mais on se dit vraiment, vous croyez que mettre un truc dans un confinement à 600 mètres de profond, on pourra aller, s'il y a un accident, aller y chercher, mais jamais. Alors, Tchernobyl, on va aller vite fait dessus, 26 avril 1986, donc c'est près de la ville de Pripyat, près de Tchernobyl. Là. Donc, on a prévenu les gens le lendemain qu'il y avait un gros accident. On ne leur a pas donné de pastilles d'iode pour compenser l'iode 131, donc ingurgité, il faut le faire très rapidement, il faut le faire dans les 2 heures qui suivent, autrement c'est tout fini. On a fait partir 336 000 personnes en leur disant, vous ne faites pas, vous prenez rien avec vous parce qu'on vous ramène dans 2-3 jours. Ces 336 000 personnes n'ont jamais été ramenées. Bon, il y avait aussi 60 000 à niveau. Voilà, donc cette zone a été évacuée. L'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, pendant des années, nous a dit Tchernobyl, c'est 50 morts et 4000 cancers potentiels. En 2005, lors d'un colloque, ils nous ont dit, on constate, donc en 2005, donc 19 ans après, qu'on a 4000 morts par cancer.
L'Académie des sciences de New York a commencé une analyse en 2009, donc un truc renommé, je veux dire, en travaillant sur les états civils. Ils ont constaté qu'en Biélorussie, donc en Biélorussie au nord de Pripyat, en Russie au nord-est et en Ukraine au sud, donc c'est presque la frontière, on aurait entre 600 000 et 900 000 morts. Par rapport aux états civils, il y a 300 000 d'écart, parce que c'est quand même, il y a eu la déconstruction du RSS, et les états civils, ça a été compliqué de tout retrouver. Et sur les 880 000 liquidateurs qui sont allés sur la centrale pour balancer un sac en ciment, pour creuser des tunnels dessous, pour couler du béton, tous ces gens-là qui ont été exposés quelques minutes à la radioactivité, on avait en 2010 126 000 morts sur les 880 000. Donc on voit bien que l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, est un promoteur du nucléaire civil et n'est pas gêné pour dire n'importe quoi. Parce que là, on a vraiment une situation qui n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que sur le monde, c'était il y a 7 ans, donc le nombre de morts augmente toujours, et puis là, on n'est que sur 3 pays. On n'a pas compté la Pologne qui a bien ramassé, on n'a pas compté même la France qui a ramassé dans le sud de la France, c'est pas compté tout ça. Donc on a vraiment une situation où ce n'est pas de la rigolade. Et un site qui est évacué pour problème radioactif, on pourra revenir dans quelques milliards d'années. Mais on est carrément en dehors de l'échelle humaine, quoi. Alors, Fukushima, donc 11 mars 2011, pareil, tsunami à une centaine de kilomètres à l'est des côtes, vague de 14 mètres. Bon, dans les années qui précédaient, l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire japonaise, l'équivalent, avait demandé à plusieurs reprises à TEPCO de remonter ces murs de protection en cas de tsunami. Et TEPCO a dit oui, on a le temps, on va y faire, oui, tout ça. Puis en fait, quand c'est arrivé, ils n'avaient pas remonté les murs. Et en fait, on a noyé tous les groupes électrogènes, on a noyé tous les moteurs électriques, et il n'y avait plus de refroidissement. Et les réacteurs, dès le lendemain, ont commencé à exploser les uns après les autres. Et on se rappelle bien à la télé que les journalistes français disaient oui, vous en faites pas, la fumée qui s'échappe, c'est de la fumée blanche, donc c'est une explosion d'hydrogène, vous n'en faites pas, et c'est pas grave. Oui, enfin, c'est pas grave, mais n'empêche qu'il y a encore 160 000 personnes qui sont évacuées. Et surtout, chaque jour, il faut refroidir les 4 réacteurs. On balance 800 mètres cubes d'eau dedans par jour. On en récupère 400 mètres cubes qu'on stocke dans ces fûts. Alors si vous voyez en bas à droite, on voit un peu un camion, un poids lourd. Donc c'est des trucs qui font 15 mètres de haut et 10 mètres de diamètre. On stocke cette eau extrêmement contaminée, mais on en stocke que la moitié. L'autre moitié va dans l'océan parce qu'on ne peut pas la récupérer. Ça veut dire que quand on a des poissons qui font le tour du Pacifique, eh ben, on pêche aux États-Unis, notamment dans les années qui ont suivi, on est à 7 ans maintenant, 6 ans maintenant, mais dans les 2 premières années, on a eu énormément de pêches qui ont été éliminées parce que les poissons étaient trop radioactifs. Donc la radioactivité, c'est pas un truc qui est là et puis c'est fini, quoi. Non, c'est un truc qui dure. Et que va-t-on faire de cette flotte? C'est de l'eau qui est dans de l'eau radioactive. Donc peu à peu, ces machins vont se mettre à fuir. Il faudra les reconditionner dans d'autres trucs. On a encore, à l'heure actuelle, 400 mètres cubes par jour. C'est pas de la rigolade, 400 mètres cubes, quoi. Oui, donc on n'a toujours pas de technologie pour arrêter. Bon, au niveau conséquences de la radioactivité, bon, c'était en février 2015, donc il y a déjà plus de 2 ans, mais les premières analyses ont fait que normalement la thyroïde, c'est entre 1 et 3 cas pour 1 million d'enfants, et là on était déjà en 2015 à 223 cas pour 1 million d'enfants. Donc on a multiplié par 100 le nombre de cancers de la thyroïde. Alors, le cancer de la thyroïde est assez facilement opérable, mais par contre, il se combine souvent avec d'autres cancers, d'autres métastases qui vont se propager dans le corps, parce que c'est pas j'ai des touchés là, puis après le reste, c'est tout comme il faut. Non, parce qu'on est bien d'accord que des populations sont rapatriées chez eux au Japon si on a moins de 20 millisieverts par an par personne, 20 fois plus que la dose internationale. Donc ils sont dans des zones contaminées. Certaines zones ont été décontaminées, mais quand vous avez une villa, ils ont décontaminé le chemin d'accès, pas les pelouses à côté. Et quand on a une pluie un peu violente, les forêts qui sont à côté sont imbibées de produits radioactifs. Et quand il y a un coup de chaud après un orage, ben ça va dans l'air, ça en vapeur d'eau, ça retombe sur les maisons, et un an après, c'est tout recontaminé, quoi. Il n'y a pas de moyen de décontaminer des choses correctement. Donc on est vraiment dans une situation déplorable. Là. Alors, bon,
on change de sujet, ce que j'avais mis dans l'emploi du temps, qu'on parlerait aussi un peu du volume du nucléaire en France et au niveau mondial. On va être succinct là-dessus, mais là, c'est entre 2001 et 2016, notamment la production d'électricité en France. Donc on est en 2016 à 531 TWh. Donc Tera, c'est 10 puissance 12. C'est juste, ça représente 22% de l'énergie consommée en France. Hein. Enfin, ça, c'est consommé. Mais en gros, ce qui est la consommation finale, 473. Donc on en vend un peu. Donc là-dedans, on a 72%, donc 384 TWh de nucléaire. On a l'hydraulique pour 64. L'hydraulique, il y a des années comme cette année où ça a posé des problèmes parce que les pluies n'ont pas été abondantes. Et quand on n'a plus d'eau, on a le problème de l'hydraulique. C'est un problème. Mais c'est un problème aussi pour le nucléaire, le manque d'eau. Parce que comme le nucléaire, pour beaucoup de centrales, s'approvisionne en eau dans les fleuves ou dans les rivières, ben quand il n'y a plus d'eau dans les rivières, c'est problématique aussi. On a par contre une progression non négligeable quand même de l'éolienne, même si on n'a pas des performances énormes en 2016 par rapport à 2015. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que pour le moment, l'éolienne gérée par EDF est une énergie d'appoint. C'est-à-dire que dans la journée, vous avez, en pleine nuit, vous avez, mettons, 50 000 mégawatts en route de nucléaire. Et comme la journée, il y a des grosses pointes de consommation, on met à ce moment-là les éoliennes en route, mais on ne les fait pas marcher à temps plein. C'est vraiment un tampon pour EDF, pour répondre aux hausses importantes à des moments de la journée d'énergie. Donc on a les barrages hydrauliques, donc, et on a l'éolienne qui sert à ça. Donc c'est pour ça aussi que ce n'est pas exploité au maximum de ses possibilités. On voit aussi qu'on a une montée du photovoltaïque qui n'est pas négligeable, même si en septembre 2011, M. Sarkozy avait carrément planté l'énergie éolienne photovoltaïque comme il faut, mais ça a redémarré. Ce qui compte pour les industriels, et ça, je pense que tout le monde est d'accord, c'est qu'on ait des politiques à long terme sur un type d'énergie. Quand on vous dit on vous paye 45 centimes le kilowattheure de photovoltaïque et que le lendemain on vous dit on vous le paye à 5 centimes le prix du marché, ça bousille toute une industrie. Or, moi quand j'ai équipé un toit de 72 mètres carrés en photovoltaïque, c'était à 32 centimes, c'était en 2013. Maintenant, 4 ans plus tard, on est à 22 centimes. Donc on a bien une baisse régulière du coût de production. Et on pense que d'ici 4-5 ans, le coût de production du photovoltaïque va être le même que... On n'a plus besoin d'avoir de subventions. Et c'est déjà le cas dans certains pays comme l'Allemagne, mais parce que l'Allemagne vend l'électricité aux consommateurs au prix de production. Alors qu'en France, on ne vend pas l'électricité au prix de production, on le vend à un prix fixé par décret. Et après, EDF est subventionné pour arriver à donner le prix. Mais pour le prix du nucléaire est au-dessus et le coût de production nucléaire est au-dessus du prix de vente. Mais, donc c'est ça aussi qui est important. Alors au niveau mondial, juste un petit schéma qui s'arrête en 2013, mais qui montre que la production maximum dans le monde d'électricité, c'était 2600 TWh en 2005, et que depuis cette date, on baisse. Alors les crayons là, rose-rouge, ce sont bien la production d'électricité. Donc on voit que ça baisse à partir de 2005. Et par contre, la courbe en marron-jaune, c'est le pourcentage d'électricité mondiale. Et on voit que ça baisse parce qu'en fait, on est bien dans une phase où des pays comme la Chine augmentent leur consommation. Ce qui est rassurant, entre guillemets, mais qui n'est pas complètement, c'est que quand même, on produit plus d'électricité éolienne, on investit plus dans l'éolien en Chine que dans le nucléaire. Donc, parce qu'ils se sont rendus compte que le nucléaire, c'était aussi créer des réseaux haute tension et que le nucléaire a besoin d'une grosse consommation en face. Parce qu'une centrale de 1300 MW, il faut qu'on ait 1 million de personnes en face. Autrement, ça ne va pas aller, quoi. Alors qu'une éolienne, on peut en mettre de partout. Enfin, après, il faut quand même respecter les normes naturelles et le paysage, mais on peut en mettre où on veut et on peut desservir qu'une centaine ou 200 ou 500 ou 1000 personnes, quoi. Il n'y a pas cette exigence de ligne à haute tension. Donc on voit qu'au niveau pourcentage, ça baisse beaucoup plus rapidement, mais au niveau production, ça baisse aussi. On a bien sûr le coup de 2011, où les 56 réacteurs japonais ont été arrêtés. Là, en gros, il y en a toujours 1 ou 2 ou 3 qui marchent, mais le Japon n'a plus d'électricité nucléaire, pratiquement plus, quoi. Bon, juste pour terminer, principe durable, c'est vraiment le principe de solidarité, c'est-à-dire que
être chacun pour soi, c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire marcher la Terre, et on le voit bien à l'heure actuelle. Le principe de participation, c'est-à-dire que chacun a le droit de mettre son avis et de mettre son investissement dans les politiques. Le principe de précaution, c'est-à-dire que le scénario négawatt, on en parlera plus la prochaine fois, mais c'est bien, on prend en compte les énergies maîtrisées à l'heure actuelle et qui n'ont pas un potentiel de dangerosité supérieur à l'intérêt qu'ils amènent. Or, le nucléaire a une dangerosité bien supérieure à l'intérêt que ça amène, donc laissons tomber. Une approche globale et transversale, c'est-à-dire que c'est pas un scénario négawatt, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on part vraiment des prévisions de consommation par rapport à un mode de vie sobre, efficace et énergie renouvelable. On part pas de dire il faut que je produise en France 500 TWh. Non, c'est pas ça, c'est de combien j'ai besoin en France, et après comment on peut répondre à ce besoin. Articulation court terme et long terme, ça c'est extrêmement important parce qu'à l'heure actuelle, les politiques énergétiques françaises, depuis 2000, il n'y en a aucune. Il n'y a aucun projet à long terme. On avance en espérant que nos centrales vont tenir, mais il n'y a aucun projet global de fait. Alors la RTE a sorti 5 objectifs il y a quelques jours de prévision d'énergie électrique, mais c'est quand même des trucs très isolés et pas en relation avec le reste de la politique énergétique. Puis le principe de bien commun, bon, ça c'est aussi important, c'est que la Terre n'est pas qu'aux gens qui ont des finances, mais à tout le monde, quoi.